L'hebdo politique. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Politique. Nous sommes ensemble pendant 30 minutes et ce soir, je reçois Natalia Pouzireff, députée des Yvelines. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique. Natalia Pouzireff, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous vos auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes née le 18 février 1961, vous avez donc 57 ans, ingénieure de formation, vous avez d'abord été enseignante en sciences physiques, puis vous avez travaillé pendant 25 ans à Thales, puis Airbus. Vous avez habité 3 ans à Pékin, c'était jusqu'en 2009, lorsque vous étiez directrice générale d'Eurocopter en Chine. À la rentrée de 2016, vous avez rejoint En Marche et participé à la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron, avant de devenir députée. C'était en juin dernier dans la 6e circonscription des Yvelines. À l'Assemblée nationale, je précise que vous avez été élu secrétaire de la Commission de la Défense et des Forces armées. L'hebdo politique, Véronique de la Maisonneuve. Alors justement, je voudrais commencer par ce poste que vous tenez à l'Assemblée nationale parce que l'actualité internationale a été riche ces dernières semaines. La France a été visée à Ouagadougou par un groupe terroriste. Nous sommes un des pays les plus visés d'Europe par les terroristes. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ? Alors la France, bien sûr, est visée parce que aussi elle est très impliquée. Nos forces et l'opération que nous menons dans le Sahel, l'opération Barkhane, engage quelques milliers de nos soldats pour essayer de stabiliser cette région et en premier lieu, bien sûr, de lutter contre le terrorisme. Donc, si vous voulez, il y a une certaine logique que dans cette lutte contre le terrorisme, effectivement, on puisse faire l'objet de certaines attaques en retour. Sur place et puis des attaques aussi sur notre territoire. Il y a longtemps que ça ne s'est pas passé, mais le ministre de l'Intérieur a dit qu'il y avait eu des attentats de déjoués. On est bien protégé en France ? Oui, je le crois. La preuve, ces attentats qui sont déjoués, depuis le début de l'année, il y en a eu plusieurs. Je pense que nous ne sommes pas la seule cible. Néanmoins, on a vu ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, en Allemagne aussi, avec une forme de terrorisme très disséminé, difficile, bien sûr, à appréhender, avec des individus au volant de camions, de voitures. Donc, je pense que ce n'est pas seulement la France qui est visée, mais quelque part un monde et valeurs démocratiques et occidentales. Alors, toujours justement, parce que vous parliez de Berkane, il y a 2 soldats français de Berkane qui ont été tués par une explosion. Il y a une mine artisanale. Voilà, est-ce qu'il faut revoir notre présence sur le continent africain ? Non, j'imagine, c'est ce que vous allez me dire. Non, je pense que, bien sûr, après des opérations qui sont destinées à aller suivre et arrêter et détruire les bases de terrorisme qui sont dans cette zone qui est très instable, on passera à une phase de stabilisation. Mais vous comprenez qu'on en est encore à la lutte. La stabilisation, la formation, l'accompagnement du G5 Sahel en fait est en cours, mais tout ça va se dérouler dans le temps. On ne doit pas se retirer au moment où la situation nécessite encore très fortement notre présence sur le terrain. D'ailleurs, là-bas, les présidents français sont toujours très bien accueillis et notre présence est utile pour ses habitants. Oui, tout à fait. Et notre président, dès qu'il a été élu, dans les 9 premiers mois là, de son mandat, s'est rendu, je crois, 3 fois sur base dans ces pays. L'importance que nous attachons à lutter en amont, donc dans ces territoires-là, pour mieux protéger la France, elle est entière et je crois qu'elle est preuve d'une grande responsabilité. On ne peut pas seulement se satisfaire de dire on va fermer des frontières et tout contrôler. Non, on est obligé d'avoir cette projection de force pour aller sécuriser plus en profondeur. Et la profondeur, aujourd'hui, ça va jusqu'au Sahel, où les pays sont demandeurs de notre appui. La lutte contre le terrorisme, tout le monde le dit, passe par l'union, notamment l'union en Europe. Et cette Europe, elle est un petit peu chahutée en ce moment, avec des résultats électoraux qui nous font un petit peu peur, nous, ici en France, notamment en Italie il y a quelques semaines, ou alors il y a plusieurs mois maintenant, le Brexit. Est-ce que ça vous fait peur ? Est-ce que c'est une Europe que vous reconnaissez ou que vous ne reconnaissez plus ?
Alors c'est une très bonne question et j'y répondrai. Tout d'abord, je voulais juste profiter de l'occasion pour saluer bien sûr tous nos soldats qui sont sur place à Barkhane dans l'opération Chamal également et qui se battent pour protéger justement nos vies pour que nous puissions nous sentir en sécurité en fait sur notre territoire. Donc je souhaite leur rendre hommage. Pour revenir donc sur le sujet européen, je crois que l'Europe est à un point d'inflexion. Et c'est un point qui est un moment qui est très particulier. Bien sûr, il y a eu la décision des Britanniques de se retirer de l'Europe, mais déjà on sentait des germes préoccupants de populisme dans certains pays d'Europe. Et moi, les élections européennes italiennes, pour tout vous dire, n'ont pas été finalement une grande surprise parce que je m'attendais à un tel résultat. Nous allons effectivement vers une Europe qui a besoin de se poser des questions sur sa gestion notamment des flux migratoires. On sent que les populations sont inquiètes et qui doit se reposer la question de son devenir et des valeurs vraiment, et de se ressouder autour des valeurs qui ont été présentes à la construction européenne et des valeurs démocratiques auxquelles nous croyons tous. Et même en France, on ne trouve plus dans l'Europe les réponses qu'on avait pu voir, alors, au moment de la construction, évidemment, après-guerre, et même dans les années 80-90, les Français, maintenant, ne sont plus autant attachés à l'Europe. Oui, alors, bon, cela vient du fait aussi que le monde autour de nous change. La mondialisation est passée. La mondialisation est passée par là et a posé beaucoup de challenges, de défis à l'Europe. Je pense notamment sur le plan industriel, sur le plan même de la compétition dans tous les domaines, sur notre modèle social auquel nous tenons mais qui est coûteux aussi. Donc, ce qui fait que je pense que des citoyens ont été déçus, ne se sont pas sentis assez protégés, et c'est pour ça que dans le programme du gouvernement et le programme que donc les députés de la République En Marche soutiennent, il y a cette notion d'Europe aussi qui protège, qui va de l'avant et qui investit dans sa jeunesse et dans les nouvelles technologies, dans son avenir. Alors, vous parliez des flux migratoires. Saint-Germain-en-Laye, donc dans votre circonscription, possède un centre d'accueil des demandeurs d'asile. Vous vous êtes rendu récemment, vous avez rencontré ces demandeurs d'asile qui souhaitent rester chez nous. Comment vous leur avez expliqué le projet de loi Asile et Immigration qui est en train de se mettre en place, où il y a la notion de faire un tri entre ceux qui peuvent rester et ceux qui ne peuvent pas rester? Est-ce que vous avez senti une attention chez eux sur ce projet et peut-être une crainte? Alors, je me suis rendue sur place parce que j'étais déjà sensibilisée quand ils sont arrivés. Finalement, beaucoup d'entre eux sont arrivés notamment au centre Prada d'Acher à la fin de l'été dernier. Donc, dès ce moment-là, on était sensibilisés à l'arrivée assez conséquente, donc d'une centaine de migrants, dont la plupart étaient sous le régime Dublin. Et c'est à ce moment-là que je me suis intéressée à ce que c'était que ces migrants sous régime Dublin. Et là, effectivement, on peut avoir deux façons d'aborder ces choses-là. Quand on va à la rencontre de ces migrants, avant tout, ce sont des personnes. Il faut le reconnaître, ils ont un prénom, ils ont une histoire, des histoires la plupart du temps très compliquées, parce que ceux qui viennent, comme ceux qui sont dans le centre d'Acher, soit du Soudan, soit de l'Afghanistan, sont passés par des routes absolument abominables. Pour le Soudan, et les Éthiopiens, ils sont passés par la mer Méditerranée avec tout ce que l'on sait comme drame. Et y compris, j'ai rencontré un migrant qui a été vendu 3 fois en Libye, passé par la Libye. Donc, on ne peut qu'être touché par ces parcours et se dire leur destin nous importe. Ensuite, il y a le phénomène migratoire tel qu'on voit, avec également
une population qu'il faut écouter. La population qui dit, mais nous, on n'a pas de boulot, nous, on a des aides, mais qui ne sont pas suffisantes et on donne peut-être plus aux migrants. Donc, il faut bien faire la part des choses et savoir ce que l'on peut, ce qui est acceptable par la population et le nombre de demandeurs d'asile que l'on peut accepter. Et donc, moi, je crois dans une immigration maîtrisée. C'est ce qu'on essaye de mettre en place, c'est ce qu'on va mettre en place avec la nouvelle loi asile et immigration, c'est-à-dire le droit d'asile pour les personnes qui sont menacées, qui ont été poursuivies pour des raisons politiques ou qui sont menacées physiquement, ont droit à l'application totale de ce droit d'asile. On doit accélérer sur leur intégration, favoriser leur intégration, notamment en donnant plus de cours de langue pour permettre à ce qu'ils s'intègrent plus vite dans la société française et donc qu'ils soient moins regardés comme des migrants, je dirais, un peu gênants, puisqu'on a pris la décision de garder ces réfugiés. Et puis, dans d'autres cas, malheureusement, effectivement, il y aura des refus. Des refus parce que tout simplement, aujourd'hui, notre pays n'est pas capable d'absorber plus de migrants. Alors, on passe aux sujets nationaux. Alors, vous avez longtemps, je le disais, travaillé dans l'industrie. Les grandes entreprises se portent plutôt mieux ces temps-ci en France, mais pas franchement les petites PME, c'est ce qu'on entend. Alors, que faire pour que l'économie reprenne franchement et généralement dans le pays ? Oui, je pense qu'il y a toujours un décalage, si vous voulez, au sein de la chaîne de sous-traitance. C'est d'abord les premiers wagons qui vont, donc les grandes locomotives qui sont les grandes les premiers de cordée, comme disait le président. Oui, mais là, c'est pas je personnalise pas. Je parle en termes d'entreprise. Donc, les locomotives qui vont relancer les investissements, ce qui va relancer aussi les commandes dans les plus petites entreprises. Ça fait déjà 1 an. On ne devrait pas déjà voir quand même un mieux Non, ça fait pas tout à fait 1 an. Et puis, si vous voulez aussi, on a accompagné ce mouvement. Donc, la croissance, c'est bien. Mais on a aussi accompagné ce mouvement par un assouplissement du Code du travail. Et je pense que les entrepreneurs attendaient ça. Et ça, c'est assez récent. Ça date de la fin de l'année dernière. L'assouplissement du Code du travail, il est là pour donner de la confiance aux entrepreneurs. Mais pas vraiment aux salariés, par contre. Aux entrepreneurs, les salariés, vous savez, ils aiment qu'on leur propose des jobs aussi intéressants et un parcours de mobilité dans l'entreprise. Quand on est bloqué quelque part, on est content d'avoir un emploi, c'est sûr, mais on veut avoir une économie dynamique qui permette aussi de changer d'orientation, changer de société ou d'évoluer dans sa société. Donc là, on était dans une société et des entreprises, un marché du travail qui n'était pas fluide, complètement bloqué, et je pense que les salariés aspirent aussi à plus de mobilité. Alors, sinon, parce que c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement, bien sûr, toutes les questions de stratégie industrielle concernant les grands groupes, mais également, bien sûr, la croissance des PME pour qu'elles deviennent des ETI, c'est ce dont on manque, des entreprises de taille intermédiaire. Et là, je porte des réflexions au sein d'un groupe de travail qui participe aux réflexions sur la future loi Pacte, pour que l'on donne plus de visibilité, pour que les grands groupes donnent plus de visibilité aux PME. Si les sociétés, les petites entreprises n'ont pas une visibilité suffisante sur le carnet de commandes, s'il n'y a pas une relation de confiance entre clients et fournisseurs, eh bien, elles n'investiront pas. Si des grands groupes ont des carnets de commandes à 1 an, 2 ans, 3 ans pour certaines, plus de 5 ans, et que la PME, elle, n'a un carnet de commandes avec une visibilité limitée de 3 mois, vous voyez, il n'y a pas forcément les mêmes perspectives, et donc il est difficile d'investir fortement et d'embaucher. Donc je pense que les grands groupes ont cette responsabilité de donner plus de visibilité aux PME. On passe à la deuxième partie de cette émission. L'hebdo politique. Deuxième partie de cette hebdo politique où je reçois Natalia Pouzireff, la députée des Yvelines. Alors je le disais, vous faites partie des députés novices qui ont débuté leur carrière politique en entrant à l'Assemblée. Pourquoi vous avez fait ce choix de quitter les grands groupes pour entrer en politique ? Alors la politique et l'économie m'ont toujours passionnée. J'ai participé à chaque temps fort politique, au moment des élections présidentielles en particulier, à des groupes de réflexion.
justement, souvent sur les questions de politique industrielle, aussi sur les questions d'énergie, donc plutôt sur des questions, je dirais, régaliennes, sur la défense aussi. Et j'ai voulu non seulement être dans la réflexion, là, mais dans l'action. Et alors, qu'est-ce que vous répondez à tous ceux qui disent que vous, les novices, vous ne connaissez pas les institutions, vous ne connaissez pas le terrain, notamment la circonscription, même si vous allez me dire que depuis quelques mois, vous avez certainement eu le temps de la connaître, et que c'est dangereux finalement de mettre une grosse partie de l'Assemblée aux mains de personnes qui ne connaissent pas la politique, qui est un vrai métier. Dans la vie, il y a des risques. Donc, le pays, les citoyens ont voulu ce changement, ont aspiré à un renouvellement profond de la classe politique. Et donc, ils ont fait ce pari. Et nous aussi, d'ailleurs. Et si vous voulez, il y a une rencontre à un moment donné. C'est vrai que c'est une conjoncture particulière qui a fait que notre élection a été rendue possible parce que c'était l'aspiration du plus grand nombre de se dire on veut changer notre représentation nationale. On veut qu'elles soient incarnées par des hommes et des femmes qui nous ressemblent, qui ont un parcours dans l'industrie, dans l'enseignement, qui sont des infirmières, qui sont des enseignants, des avocats, qui représentent la diversité des parcours de tout un chacun. Mais alors cette volonté de changement français, elle s'accompagne maintenant d'une déception. En tout cas, de ce qu'on peut voir dans les sondages, c'est à prendre avec des pincettes, on le sait maintenant, les sondages, mais voilà, les Français sont un petit peu déçus ou pensent que le président va trop vite et ils ne voient pas tout à fait les résultats. Est-ce que ça veut dire que les Français sont difficiles à réformer, comme dit Emmanuel Macron ? Ah oui, on le sait, les Français sont difficiles à réformer, mais néanmoins, moi, je ne sens pas de déception. Au contraire, quand je suis sur le terrain, et heureusement, j'y suis chaque fois que je peux, toutes les semaines, je constate au contraire beaucoup d'enthousiasme et de gens qui disent mais allez-y, au contraire, ce que vous faites c'est bien, vous devez être fatigué. Alors ils nous disent vous devez être fatigué, toutes ces réformes qui s'enchaînent. Je dis non, c'est notre boulot, et puis c'est passionnant, donc on est porté par ça. Mais au contraire, moi je sens l'inverse. Alors je pense qu'à un moment donné, il y a des sondages qui vont valoriser plus ou moins les représentants du gouvernement et donner un point de plus, un point de moins au président. Mais je crois que ça c'est plus... voilà, on n'a pas les yeux rivés sur le compteur. Et au contraire, moi les retours que je reçois sont tous des encouragements. Alors, vous avez été membre de Femmes, Débat et Société, une association de réflexion sur la politique qui réunit des femmes de droite, du centre, d'un peu partout. Qu'est-ce que vous pensez du mouvement qui s'est levé il y a quelques mois contre les agressions sexuelles et la place de la femme dans la société ? Alors voilà, le combat, de toute façon, pour moi, ça a toujours été d'avoir des femmes dans les lieux de pouvoir. Les lieux de pouvoir, que ce soit dans l'entreprise. Donc à ce moment-là, au moment où j'ai participé aux réflexions de Femmes, Débat et Société, il était question de la place des femmes au conseil d'administration. Vous savez qu'il y a une loi qui est passée et qui est en place depuis quelques années, qui prescrit 40% minimum de femmes dans les conseils d'administration. Et moi, je pense qu'on peut changer la société quand on donne des places de choix aux femmes. On ne doit pas être à la porte donc des lieux de pouvoir, que ce soit dans l'entreprise et bien sûr dans le monde politique. Ce qui explique en partie la raison de mon engagement. Quand il a été fait appel aux candidatures, moi qui avais toujours porté ce discours, les femmes dans les lieux de pouvoir, je n'allais pas reculer, bien sûr. Et puis, il y a effectivement ce phénomène de parole libérée qui est arrivé, qui est différent, qui est venu de milieux plutôt liés au cinéma, qui sont... On le sait maintenant, ça existe partout, pas seulement dans ce milieu-là. C'est parti de là, c'est vrai. Qui est un milieu spécifique, mais qui est sous les feux, bien sûr, de la rampe, qui est sous les lumières. Et je pense que les actrices qui sont exprimées ont voulu porter la parole au-delà, porter la parole des femmes au-delà de leur domaine et plus largement donc auprès de toutes les femmes pour que les femmes se sentent que finalement on partage les mêmes pas seulement préoccupations, mais on partage souvent des histoires, des expériences très difficiles, très douloureuses, parfois juste de simples petits méfaits dans les transports ou autres, mais on a toute une histoire à raconter.
Cet abus de pouvoir, est-ce qu'on va réussir des hommes sur les femmes, hein, est-ce qu'on va réussir à l'éradiquer totalement en France, ou est-ce qu'on est le début d'une très très longue bataille? Vous êtes optimiste? Alors, je suis de toute façon optimiste. Généralement, je le suis là, d'autant plus que quand je vois la jeune génération, hein, la génération de mes enfants, je trouve que nos filles sont mieux armées. En tout cas, moi, je les ai armées pour. Nos garçons, beaucoup plus éduqués et informés là-dessus. Et je crois que voilà, cette parole libérée, il l'aura entendue aussi, bien sûr, puisqu'on en a énormément parlé. Il en a été énormément question ces derniers mois. Donc moi, je suis confiante sur le fait que la nouvelle génération ne reproduira pas ces mêmes erreurs. Ensuite, comme je vous disais, c'est dans l'entreprise, lorsqu'on rencontre des situations effectivement un peu d'abus de pouvoir, c'est souvent parce qu'il y a ce déséquilibre de rapport de force entre les hommes et les femmes. C'est pour ça que ça rejoint ces préoccupations d'avoir de plus en plus de femmes, enfin autant de femmes que d'hommes, dans les positions de management. Alors tout à fait autre chose, pour un sujet encore plus local, les décharges sauvages là, qui empoisonnent la plaine de Carrières, Triel et Chanteloup. Les riverains disent que les pouvoirs publics ne font rien. Quel est votre mot, quel est votre avis sur ces décharges? On en parle beaucoup en ce moment. Oui, bien sûr, c'est un sujet d'actualité et il y a beaucoup d'affaires similaires qui remontent partout en France. Je crois que c'est difficile pour les élus locaux de gérer de bout en bout ces problèmes-là. Donc ils ont besoin effectivement de relais au niveau des communautés d'agglomération, communautés urbaines, donc en l'occurrence pour Carrières-sous-Poissy et GPSEO, de la région. Et puis moi, je m'engage à sensibiliser également le gouvernement là-dessus. Parce que si on est bien d'accord que ce sont une gestion de crise à opérer localement, il faut penser après, il faut penser global, voir si on a besoin de renforcer notre outil législatif pour sanctionner plus. Ce qu'il faut dire, c'est c'est des gens qui déposent ça comme si c'était une poubelle à ciel ouvert. Hein. Voilà, et puis avec des entreprises qui sont parfois peu regardantes sur les personnes qu'elles vont employer pour débarrasser les gravats. Donc là, il faut qu'il y ait une chaîne de responsabilité qui se mette en place. J'ai vu qu'il y avait des initiatives intéressantes pour déployer d'autres décharges qui accueillent, là officielles, qui accueillent les déchets. Donc il faut faire un effort effectivement certainement sur les tarifs et encourager, faire de la communication pour que les entrepreneurs et leurs sous-traitants soient parfaitement vertueux. Il faut travailler en amont. Et ensuite, je dirais qu'en aval, bien penser, bien sûr, à la dépollution des sols. Là, il y a peut-être une expertise technique que l'on peut apporter et c'est ce en quoi on peut aider, si vous voulez, les élus locaux à avancer sur leurs projets parce qu'ils ont des projets pour la suite. On est en début d'année, ou en tout cas pas très très loin de ce début d'année. Quels sont les projets phares que vous souhaiteriez voir aboutir ou sur lesquels vous allez vous battre cette année, là, en 2018, pour votre circonscription ? Alors déjà, j'ai un projet qui est un peu plus national, mais que je vais décliner bien sûr au niveau de la circonscription, qui est celui de l'apprentissage. Donc dès fin août, début septembre, j'ai monté avec une autre collègue députée un groupe de travail de députés, donc La République En Marche, maintenant nous sommes plus de 40, sur le thème de l'apprentissage et de la filière professionnelle, pour revaloriser cette filière. En parallèle du travail et du projet de loi apprentissage, réforme aussi de la formation professionnelle qui est menée par le gouvernement. Nous, notre but, c'est d'appuyer plus sur les facteurs culturels qui font que peu de parents, ou disons que les parents hésitent à envoyer leurs enfants vers l'apprentissage, qui peut pourtant être une voie d'excellence. Ce soir, je serai à HR en réunion atelier, même citoyen, à partir de 20h, pour accueillir des parents, des élèves, et pour
discuter autour du projet de loi et voir ce que ça va changer, et pour qu'ils puissent s'approprier ces réformes et peut-être faire basculer et déclencher quelques vocations aussi. Bien sûr, là-dedans, le thème de l'orientation est très important. Il faut qu'on rende plus lisible la carte des formations possibles. Il faut travailler en amont sur le sujet de l'orientation, donner des perspectives, montrer quelles filières sont en succès, donc afficher clairement les taux de réussite, d'échec, enfin disons d'insertion professionnelle à 6 mois. Donc bien sûr, autant de mesures dont on pourra débattre ce soir. Merci beaucoup, Natalia Pouzirev, d'avoir été notre invitée ce soir. C'est la fin de cette hebdo politique. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site internet. Bonne fin de soirée à tous et à dimanche prochain. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique.